Le temps devient très, très étroit, mais on avait sollicité un grand témoin, hein, donc, qui a été cité à plusieurs reprises. Donc Valentin, si tu veux bien venir à la table et restituer quelques idées par rapport aux échanges, par rapport aux éléments. Donc Valentin est un compagnon de route du Conseil depuis quelques décennies et agriculteur, paysan et expert engagé. Vous êtes encore vivant? Bon, encore vif. On serait en Amérique latine, on ferait une petite danse pour vous se réveiller. Hein. Tu l'as fait, Guy? Non, moi j'y vais pas, je suis trop vieux. Une dame peut-être serait plus active que moi. Bon, non, pas 5 minutes. Alors c'était pas la peine de me faire venir une journée, au moins 10. D'abord, je vais profiter du fait qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui allaient dans le sens de ce que j'aurais dit. Je prends Mamadou Goïta, merci Mamadou, Étienne, Louis Potrizel, Christophe Chauveau, son premier questionnement, Guy Faure, Christophe Rigour, Patrick Duguay. Il faut, à mon avis, cette note, elle est très intéressante, elle est très riche, mais elle est trop molle en matière d'orientation et je dirais presque qu'elle est naïve. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Bon, j'ai été conseiller agricole, formateur de conseiller agricole et aussi agriculteur. Lorsque je me suis installé agriculteur dans une zone, l'Anjou, dont je n'étais pas originaire, j'ai le schéma qui a été présenté par Patrick et Christophe, il est magnifique, on peut le reproduire en Afrique, on peut le reproduire en France. En fait, il y a multiples formes de conseil dans une zone donnée, et les orientations de ce conseil peuvent être complètement contradictoires. Et il est très important que l'agriculteur soit suffisamment armé pour identifier les conseillers qui lui veulent du bien et pour identifier ceux qui peuvent lui valoir du bien, mais travaillent surtout pour les filières qui les ont mandatés pour cela. Ne pas oublier, parce que je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, qu'il y a une ordonnance française auquel j'ai participé qui va sortir bientôt pour séparer la vente du conseil, la vente de pesticides agricoles du conseil. C'est-à-dire que pourquoi la France est le premier consommateur de pesticides en Europe? Pourquoi, au lieu de diminuer depuis de 2008 à 2019 de 50%, comme le gouvernement s'était engagé, c'est Barnier qui avait lancé cette loi, en fait, on est plutôt à plus 15% au lieu de diminuer de 50%. C'est tout simplement que les organismes économiques, coopératives, privés ou publics, non, pas publics, coopératifs ou négoces, ont incité les agriculteurs à consommer ces paquets techniques intensifs plutôt que de les limiter. Il ne faut pas être naïf. Un vendeur d'intrants, sauf si vous lui mettez entre les mains une batterie d'alternatives biopesticides, etc., ben, il vendra plutôt les paquets techniques intensifs. C'est pour ça que Louis avait raison dans sa question. Donc moi, quand je me suis installé paysan, j'ai essayé de voir dans mon environnement, j'étais dans une région que je ne connaissais pas, qui pouvait m'appuyer. J'ai retenu 2 types de conseils, de structures. Le conseil des chambres d'agriculture, indépendant, avec un conseiller qui connaissait super bien sa région, et dans lequel, après, je me suis inséré dans un groupe, ce qu'on appelle un GVA, un groupement de vulgarisation agricole, parce qu'on progresse mieux en groupe que tout seul. Et la deuxième structure, c'est le CER, le conseil économique, quoi, pour me réapprendre les bases de compta. Et pendant quelques années, on a cheminé dans un centre, avec un centre de gestion. C'était important. Pour les autres structures de conseil, attention, il faut que le paysan soit le mieux formé possible. Et c'est là qu'il faut insister sur la formation initiale, c'est peut-être pas assez au niveau de la note, et sur les renforcements de compétences des paysans pour qu'ils puissent réagir aux conseils qui leur sont proposés. Certains conseils sont parfois très néfastes pour l'environnement. Et si on a autant de problèmes de santé dans les zones cotonnières d'Afrique, je reviens d'un séminaire qui a eu lieu à Arusha,
en Tanzanie. 80 chercheurs des sciences humaines et de la santé ont fait un bilan au Burkina, Côte d'Ivoire, etc., plus des pays anglophones. Les diagnostics sont clairs. Actuellement, dans ces zones, et puis globalement au niveau des pays, on ne meurt plus des problèmes de paludisme en priorité, même dans les campagnes, ou d'infections liées à de mauvaises conditions sanitaires, mais le cancer et tout un tas de maladies qui peuvent être liées en partie aux pesticides sont en train de se développer. Et je vais maintenant décliner ça au niveau d'une zone dans laquelle nous avons fait des enquêtes récentes. J'ai travaillé avec AVSF à Kita, au Mali, une zone cotonnière, intensivement cotonnière maintenant. Et il est clair qu'on va, au niveau des parcelles des hommes, et Patrick l'a déjà dit, au niveau des herbicides, on a une explosion de l'utilisation des herbicides en Afrique. Avec comme conséquence, quand on balance du glypho, et puis ensuite atrazine, diuron, parce qu'il y a des pays qui ont interdit cela, mais ça passe par les frontières. C'est quand même des produits cancérigènes, interdits chez nous de longue date. Mais ça n'a pas seulement des effets néfastes sur la santé. C'est que quand vous balancez dans une parcelle qui comprend de tout jeunes carités, de tout jeunes nérés, ces herbicides-là, que ce soit l'herbicide total ou l'herbicide spécifique, par exemple pour le maïs ou pour le coton, atrazine, diuron, etc., vous risquez de tuer les jeunes arbres. Alors, si on va plus près au niveau familial, en prenant toujours l'exemple de Kita, on a quand même fait des enquêtes dans 6 villages auprès de 36 exploitations. On constate qu'avec l'appui d'AVSF et d'autres ONG, les femmes évoluent plutôt ou confortent leur système que je dirais agroécologie paysanne, avec toujours des cultures bien associées dans leur champ d'arachides, avec le gombo et puis avec le karité, le néré, etc. Alors que les hommes sont en train de mettre en œuvre la révolution verte à un niveau intensif, mais avec les mêmes dégâts que l'on la constate dans plein d'autres pays du monde, et avec une simplification des systèmes de culture et une application trop intensive de produits chimiques. Il y a du travail à faire, beaucoup de travail à faire pour favoriser les transitions agroécologiques paysannes. Énormément de travail à faire. C'est pour ça que Christophe posait avec raison la question d'entrée de jeu. Quel type de conseil, d'accord, dans la méthode, mais quel contenu fondamental du conseil? Ce conseil hyper intensif n'est pas l'apanage des firmes privées. Je reviens du Vietnam, j'étais en février au Vietnam. L'État vietnamien, notamment dans les deltas, que ce soit de Saigon ou Hanoï, est hyper intensif. Et on a énormément, là encore, de problèmes liés à la santé. Et on sait que la pollution des eaux, etc., le futur est très difficile. Je ne vais pas faire seulement un diagnostic pessimiste, mais c'est pour dire qu'il faut que la note elle aille plus loin que ce que Guy l'a dit aussi. Ce qu'il faut avoir l'ambition de dire, c'est que le Conseil doit se raisonner au niveau d'un territoire en essayant de concilier les approches filières. Il ne s'agit pas de nier l'économie, c'est pas loin de là. Alors, comment parvenir à cela? Chez nous, on a des commissions locales de l'eau dans des bassins versants qui peuvent rassembler les agriculteurs, les non-agriculteurs, les maires des communes. Ces commissions locales de l'eau, par exemple dans le cadre du bassin versant où je vis, sont parvenus à ce que toutes les communes du bassin versant, c'est quand même 100 000 habitants, ça n'est pas rien, choisissent de ne plus, par exemple, utiliser de pesticides, d'essayer de travailler contre l'érosion, etc., au niveau de leur commune. Plus difficile de persuader les organismes économiques et les négoces et coopératives ont continué à vendre jusqu'à la fin de l'année, non, la fin 2017, des pesticides qui étaient cancérigènes et qu'on retrouvait dans les eaux de ce bassin versant depuis longtemps. Ce n'est que parce que l'État est intervenu et a pris une décision forte en disant on interdit telle et telle molécule que l'on a avancé sur les néonicotinoïdes, sur un désherbant qui s'appelle l'isoproturon hyper généralisé en France, sur des fongicides reconnus comme cancérigènes. Les filières voulaient toujours maintenir en disant attention, si on arrête d'utiliser ça, on prend le risque d'être moins compétitif.
À ce titre-là, les filières coton africaines sont en train d'utiliser 2 fois par campagne agricole des néonicotinoïdes qui sont interdits en Europe depuis 2 ans. Donc attention, les approches filières, oui, mais il faut que ces approches filières soient concertées, parce que qu'il y ait un cadre de concertation au niveau des bassins versants, des territoires. Peut-être la commune peut être un bon échelon, tout dépend du dynamisme des autorités communales, sinon ça peut être un échelon supérieur. Qu'il y ait un cadre de concertation avec les élus, avec des représentants de l'État, des représentants des organisations paysannes et des filières, en disant mais quel objectif on donne au Conseil? Si on ne te donne pas ce cadre, moi je suis très pessimiste. Ce sera le privé, l'économique à court terme qui l'emportera, et on n'ira jamais dans le sens de ce que tu souhaites, Christian, les agroécologies, je dis intensives, et je rajoute et paysannes, puisque vous rajoutez agriculture familiale. J'en reste là. Merci beaucoup, Valentin, et merci pour la force du message.